Moscou affirme ne pas viser des cibles civiles. Plus de 20 personnes sont mortes dans leur immeuble bombardé près d'Odessa. Ursula von der Leyen s'adresse au Parlement ukrainien. La présidente de la Commission européenne appelle Kiev à accélérer ses réformes contre la corruption. Les touristes sont de retour en Europe, le Covid-19 aussi. Mais pour l'instant, le peu de restrictions en vigueur ne décourage pas les voyageurs. Le mariage pour tous est entré en vigueur ce 1er juillet en Suisse. Les couples homosexuels se sont précipités en mairie 9 mois après le oui au référendum. L'Ukraine qualifie l'attaque de vendredi matin de meurtre ignoble après les tirs de missiles, 3 selon Kiev, sur un immeuble d'habitation de la petite ville de Serivka, à environ 50 km d'Odessa. Au moins 21 personnes ont été tuées. Selon Kiev, c'est une vengeance des troupes russes chassées de l'île stratégique des Serpents. Moscou a présenté au contraire leur départ comme un geste de bonne volonté pour aider à débloquer les exportations de céréales du pays. Le Kremlin continue de nier les drames. Les forces armées de la Fédération de Russie ne ciblent pas les civils et les sites d'infrastructures civiles au cours de l'opération militaire spéciale. Dmitri Peskov a ajouté que l'armée russe cible les entrepôts de munitions et les lieux de concentration et d'entraînement des mercenaires. Pendant ce temps, les troupes russes tentent d'encercler complètement Lysychansk, le dernier bastion tenu par les Ukrainiens dans l'oblast de Lugansk, dans le Donbass. De violents combats ont lieu dans la zone de la raffinerie de pétrole que les troupes russes contrôleraient déjà partiellement. Pendant ce temps, les forces ukrainiennes tentent de convaincre les quelques habitants restants de partir. Aliona et ses enfants ont décidé de s'en aller. Ils ont échappé au bombardement dans une cave, mais pas le mari d'Aliona, tué dans l'un d'entre eux. Il a été enterré dans la cour de leur maison, qu'ils quittent peut-être à tout jamais. Son discours était attendu par tous les députés ukrainiens. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est exprimée devant le Parlement ukrainien pour montrer son soutien à Kiev sur sa longue route vers l'adhésion à l'Union européenne. Dans la première partie de son discours, la dirigeante européenne est revenue sur le combat héroïque des Ukrainiens. L'armée de Poutine continue de tuer vos frères et vos sœurs. Elle continue d'occuper vos terres, de voler vos céréales et de bombarder vos villes. Mais vous vous défendez courageusement. Et l'Europe restera aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Nous ne nous arrêterons pas tant que vous n'aurez pas gagné. Ursula von der Leyen a loué les réformes déjà menées et a appelé l'Ukraine à renforcer sa lutte contre la corruption. Depuis la révolution de la dignité en 2014, la prévention et la lutte contre la corruption figurent en bonne place dans votre programme politique. Vous avez créé une machine anticorruption impressionnante. Mais désormais, ces institutions ont besoin de moyens d'action et des bonnes personnes au poste de responsabilité. Le 23 juin, les 27 États membres de l'Union européenne ont unanimement décidé d'accorder à l'Ukraine le statut de pays candidat. Mais son adhésion pourrait prendre encore plusieurs années. Les touristes font leur grand retour en Europe. Après 2 ans de restrictions en raison du Covid-19, la demande de voyage a explosé. Paris regorge de visiteurs et a retrouvé son niveau de fréquentation d'avant 2020. Pour le président d'une chaîne d'hôtels en France, ce retour éclair à la normale est inespéré. Tous les experts nous ont dit qu'il fallait attendre 2, 3, 4 ans avant de retrouver le niveau de 2019-2018. Ce furent de très bonnes années. Cela a pris quelques semaines, quelques mois à partir du 15 février, non seulement pour récupérer, mais pour dépasser le meilleur résultat que nous n'ayons jamais eu. Au premier trimestre de cette année, les arrivées internationales ont triplé dans le monde par rapport à la même période l'année dernière. Mais en parallèle de cette renaissance du tourisme, le Covid fait également son retour.
Pour moi, le plus grand défi ici était de s'habituer à porter des masques par temps chaud. Il y a beaucoup de gens qui ne portent pas de masque, même s'ils sont obligatoires, et qu'il y a beaucoup de monde en général. Des restrictions sont encore en vigueur dans certains pays européens et pas de quoi décourager des touristes en manque de voyage. En se souvenant de la pandémie et en voyant tout si vide et mort, c'est agréable de voir que tout reprend et que les gens peuvent à nouveau voyager, interagir et être à l'extérieur. L'été s'annonce prometteur pour les vacanciers et les professionnels du tourisme, à condition que le Covid-19 ne vienne pas jouer une nouvelle fois les troubles fêtes. Sur la carte postale de la Suisse, il y a les Alpes, le chocolat et les banques. Désormais, on peut y rajouter le mariage gay. Pour la première fois, les couples homosexuels ont pu se dire oui en cette date historique du 1er juillet 2022. Stefano et Luca ont été les premiers à se marier à Zurich. Dunia et Andrea vont bientôt sortir de leur longue fiançailles. Nous nous sentons très émus en fait. Je veux dire, nous avons attendu tellement longtemps pour être enfin autorisés à nous marier. C'est incroyable. Pour moi, c'est simplement l'égalité. Cela signifie que nous sommes traités de la même manière, que nous sommes les mêmes. Et c'est un jour puissant, puissant. Et je suis vraiment, vraiment heureuse de pouvoir être ici et de me marier réellement avec cette femme. Les homosexuels bénéficiaient d'un pacte civil depuis 2007. Mais les électeurs ont mis fin au retard de la Suisse en votant oui au mariage gay à 64%. Y compris dans les cantons les plus conservateurs. C'était lors d'un référendum l'automne dernier. La guerre en Ukraine et les sanctions occidentales contre Moscou ont propulsé l'inflation européenne à un nouveau record au mois de juin. Alors que la hausse des prix à la consommation était considérée comme un phénomène temporaire lié à la brusque reprise économique après la pandémie, elle atteint chaque mois des niveaux records depuis novembre. Le renforcement de l'inflation touche en premier lieu le secteur de l'énergie, mais la progression des tarifs alimentaires s'est également accélérée. Le taux d'inflation dans les 19 pays de la zone euro s'établit à 8,6% sur un an. En progression constante, c'est le chiffre le plus élevé enregistré par Eurostat depuis le début de publication de l'indicateur en 1997. La France est relativement moins touchée que ses voisins européens avec 6,5% en juin. L'inflation atteint 8,2% en Allemagne. Les taux les plus élevés sont enregistrés dans les pays baltes, 19% en Lettonie, 22% en Estonie. Les forces soudanaises ont de nouveau tiré des gaz lacrymogènes contre des centaines de personnes à Khartoum. Elles protestent contre le pouvoir militaire. La veille, au moins 9 Soudanais manifestant contre le putsch ont été tués par les forces de sécurité. L'armée qui avait fait tomber le dictateur Omar el-Béchir en 2019 après une révolte populaire ne veut plus désormais partager le pouvoir avec les civils. Le Royaume-Uni regarde depuis quelques années dans le rétroviseur de son histoire et s'interroge en particulier sur son passé colonial, ses collections d'œuvres d'art et monuments, mais aussi, et c'est une première, à sa mode et l'héritage africain en particulier. Le prestigieux V&A Museum de Londres présente donc jusqu'en 2023 Africa Fashion, la plus grande exposition jamais consacrée à la mode africaine en terre anglaise. C'est l'un des plus importants festivals du film en Europe, idéalement situé entre l'Est et l'Ouest du continent. Dans la ville thermale de Karlovy Vary, en République tchèque, le tapis rouge est déroulé pendant une semaine au cœur de la ville pour accueillir les plus grandes stars du cinéma mondial. Ethan Hawke et Johnny Depp l'année dernière, Benicio del Toro et Geoffrey Rush cette année vont être récompensés avec une compétition officielle relevée pour un globe de cristal qui sera remis le 8 juillet. On l'a peut-être oublié, mais au XIXe siècle, Venise était sous la domination des Habsbourg et de l'Empire austro-hongrois. À cette époque, les artistes autrichiens étaient plus que jamais attirés par les charmes de la Sérénissime, comme en témoigne cette exposition de quelques 80 tableaux. L'exposition fait également appel à la littérature et au cinéma pour montrer comment une nouvelle vision de Venise a pris forme dans l'imaginaire autrichien à cette époque.